Bonjour, le Conseil d'analyse économique propose de refonder le mode de financement du système de soins. Ce système de soins est jugé coûteux, inflationniste, peu performant et générant des inégalités sociales de santé. Alors, un des auteurs de cette note du Conseil d'analyse économique, Brigitte Dormont, vous êtes à l'université Paris-Dauphine. Alors, est-ce que, premièrement, ce diagnostic n'est pas un peu sévère ? Peut-être. Nous sommes très critiques aussi parce que il y a toujours l'idée que le système de santé français est le meilleur du monde, qu'il est le plus égalitaire, qu'il est fondé sur les principes du pacte de 45 et qu'il ne faut rien remettre en cause pour préserver cette égalité dans le financement, cette solidarité dans l'accès aux soins. Or, nous trouvons que ces types de jugements sont très hypocrites et se voilent la face sur des problèmes qui sont très importants dans l'inégalité d'accès aux soins. Et notamment, nous observons que beaucoup de patients, ça peut sembler très peu, c'est 1% des patients, mais malgré tout, ça revient à plusieurs centaines de milliers de gens qui ont des sommes à leur charge qui dépassent les 5 000 € par an. Alors, ce que vous dites, c'est que ce système est mixte et coûte très cher. Et donc, il faut supprimer cette mixité entre l'assurance obligatoire et l'assurance complémentaire. Vous proposez deux possibilités, soit un système public unifié, soit une régulation avec des assureurs privés. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à supprimer cette mixité qui est très vieille ? Alors, notre point essentiel, effectivement, c'est que le gros défaut du système français, qui est unique au monde, il y a quelques petits exemples mineurs et marginaux aux États-Unis. Ce qui est unique au monde, c'est le fait d'avoir 2 agents qui couvrent les soins. Quand vous allez en consultation, vous avez 70% couverts par la sécurité sociale, 30% par une complémentaire santé, une mutuelle. Donc ceci est générateur d'inégalités et d'inflation des coûts, d'explosion des dépassements d'honoraires et donc de baisse de couverture. Donc nous détaillons ça dans le rapport, c'est effectivement relativement complexe, mais une des choses qu'on peut remarquer, c'est que les complémentaires se font concurrence pour couvrir les dépassements d'honoraires et que ça a concouru, ça a aidé à faire en sorte qu'il y ait une demande pour des consultations très chères. Oui, mais c'est complexe, mais on voit bien que 2 systèmes coûtent plus cher qu'un. Alors, par ailleurs, la chose la plus simple, c'est qu'il y a double frais de gestion. Pour cette même consultation, le papier pour le remboursement va passer une fois chez la Sécu, une fois chez les complémentaires. Et on a 7 milliards de frais de gestion d'un côté, presque 7 milliards de l'autre, double frais de gestion pour la même chose. Donc ça, c'est très, très coûteux. Voilà, mais comment sortir de ce système ? Vous dites qu'il faut choisir, mais c'est pas facile. Et on voit bien que les pouvoirs publics auront du mal à dire on choisit l'un ou on choisit l'autre. Comment faire ? Alors la question que vous posez très justement, c'est celle de la transition. Mais ce qui nous semblait important de dire, c'est que le plus important, c'est pas de dire privé ou public. Et dans tous les cas, quand même. Non, pas du tout, parce que notre système qui pourrait être qualifié de privé, en fait, c'est une délégation de services publics. Il y a toujours des cotisations pour financer l'assurance, la couverture maladie, proportionnelle aux revenus, ce qui est plus juste que le système actuel. Dans le système actuel, pour la complémentaire santé, certaines personnes payent jusqu'à 8% de leurs revenus. Nous proposons d'appliquer plus sûrement les principes du pacte de 45 en faisant en sorte que les cotisations comptent proportionnelles aux revenus pour toute la couverture. Et ça, c'est nouveau et plus solidaire. Et que le reste à charge, ce qui reste après le remboursement, soit plafonné, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, personne n'aurait dans ce que nous proposons de reste à charge de 5 000 €. Ça serait plafonné à une somme très inférieure, du style 500 ou 600 €. Personne n'aurait le risque, tout le monde serait protégé contre des restes à charge exorbitants. Donc un système moins cher, plus performant, moins d'inégalités. Alors comment y arriver ? Comment passer de l'un à l'autre ? Comment y arriver ? C'est très compliqué politiquement. Évidemment. Déjà, les leviers, les boucliers se lèvent et vous êtes très critiqués. Donc, ce que nous proposons heurte la grande liberté des médecins tenant de la médecine libérale qui ne veulent surtout pas contractualiser avec une autorité pour s'engager à réduire les dépassements ou à s'implanter dans des régions où on manque de médecins. On les comprend de leur point de vue. Oui, comment lutter contre ce corporatisme ? Après tout, ils défendent leurs intérêts. Alors, à notre avis, il ne faut pas lutter frontalement. Donc on avait bien détaillé ça dans une première note.
En fait, nous pensons que certains médecins sont arc-boutés sur les principes de la médecine libérale où le médecin ne doit rien à la collectivité, bien que, soit dit en passant, il soit financé sur prélèvement obligatoire. Et puis, il y a d'autres médecins qui sont des générations plus jeunes qui, au contraire, seraient heureux de travailler en maison de santé, d'avoir des horaires corrects, de travailler en équipe. Et ces médecins-là seraient partisans d'autres conditions de travail, au lieu d'être solitaire dans son cabinet en libéral. Ce que vous dites, il faut y aller progressivement. Donc il faut diversifier, surtout. Y aller progressivement et diversifier, c'est-à-dire qu'il faut que les agences régionales de santé puissent proposer tous les modes de paiement, parce que les médecins, encore une fois, sont hétérogènes dans leur Alors, il y a deux points importants aussi dans votre note. C'est l'hôpital remboursé à 100%. Oui. Alors, on fait trop d'hôpital en France. On devrait plus développer les soins ambulatoires. Tout le monde est d'accord. Oui, parce que ça coûte moins cher. Alors, est-ce que la gratuité de l'hôpital, sauf un forfait de 8 €, est-ce que ça ne va pas augmenter les dépenses à l'hôpital? Alors, là où j'ai du problème avec l'idée d'hôpital gratuit, c'est qu'effectivement, l'hôpital n'est pas gratuit. Il a un coût. Et la vraie question, c'est qui doit payer? Oui. Actuellement, ceux qui payent, c'est les assurés sociaux, mais c'est aussi ceux qui ont des très gros restes à charge de 5 000 €. Donc nous, ce que nous proposons, c'est plus de solidarité, c'est-à-dire répartir autrement le paiement de l'hôpital. Et l'autre question de qui doit payer, c'est aussi la question de la maîtrise des dépenses. Responsabiliser le patient, par exemple, peut permettre de réduire la dépense. Or, nous montrons que pour l'hôpital, il n'est pas question de responsabiliser le patient parce que le patient n'a aucune marge de manœuvre sur la dépense. Sauf les urgences. Sauf les urgences, qui est un point particulier. Effectivement, les urgences, là, il y a un gros problème. Mais là encore, il y a un choix des patients qui vont aux urgences pour différentes raisons. Oui, mais ce choix d'aller aux urgences, c'est un défaut d'organisation du système qui fait qu'il n'y a pas d'offre en médecine de ville, de garde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de médecins de garde, il n'y a pas de maison de garde offerte 24 heures sur 24. Et donc les gens savent que le seul endroit où ils auront des soins à toute heure et où ils seront pris en charge, c'est l'hôpital. Et là, ce n'est pas aux patients, ce n'est pas en faisant payer les gens plus cher qu'ils auront plus ailleurs, c'est en organisant des maisons de garde éventuellement à l'hôpital. À l'entrée de l'hôpital, on pourrait mettre une grosse maison avec des médecins généralistes qui feraient des entrées 24 heures sur 24. Alors, il y a l'hôpital et puis il y a les soins de ville, les soins de proximité. Là, vous proposez un copaiement ou une franchise regroupant tout ce qui existe aujourd'hui, le 1 € sur la boîte de médicaments, etc. Regrouper tout ça, mais plafonné. Tout à fait. Pour éviter les 1%. Donc là, c'est le même point de solidarité. La bonne assurance doit servir... À quoi doit servir une bonne assurance maladie? À instaurer de la solidarité entre malades et bien portants, mais aussi à maîtriser les coûts des soins, à faire en sorte que les coûts, les dépenses n'explosent pas. Alors, autant pour l'hôpital, on pense que les gens ne sont pas responsables du niveau de leurs dépenses, autant pour l'ambulatoire, pour la ville, il a été prouvé que malgré tout, il y a une responsabilité du patient dans la quantité de soins qu'il consomme. Et donc, notre idée, elle est double, c'est sécuriser, donc plafonner les restes à charge, que les gens n'aient pas trop de sommes à leur charge, mais en même temps responsabiliser, c'est-à dire faire en sorte que tout le monde paye un petit quelque chose. Oui, une fois qu'on a payé et qu'on a franchi le seuil, on est à 100%. On sera remboursé à 100%. Donc on peut y aller largement. Là, voilà, donc ça répartit. Oui, mais l'idée, c'est que la responsabilisation, elle a un sens pour les gens qui ne sont pas très malades. Et une fois que vous avez atteint un plafond, ça veut dire que vous êtes très malade et que donc il n'y a plus de responsabilisation. Alors, beaucoup de réactions, des réactions vives à votre note. Est-ce que vous pensez que les lignes vont bouger quand même ou est-ce que comment vous réagissez à... Alors, on a eu plusieurs réactions. Aux nombreuses critiques, quand même. Les syndicats de médecins, qui sont la voix des médecins libéraux, ceux qui font beaucoup d'agitation médiatique et mettent le doigt sur un point qui est relativement mineur dans la note, qui est cette histoire de franchise. Donc, on n'a jamais donné de nom, il y a des chiffres qui circulent. On n'a jamais donné de chiffres, il y a des chiffres qui circulent qui sont de la Suisse, délirants, délirants, qui n'ont rien à voir avec... Et les autres réactions, alors, très rapidement? Et les autres réactions, moi, je pense que la mutualité française, effectivement, doit se positionner de manière assez complexe par rapport à ce que nous proposons, puisque nous proposons un système unifié qui serait soit les agences régionales de santé, soit des assurances maladie, des assurances diverses en concurrence les unes avec les autres. Oui. Donc dans ce cas qui est la délégation de services publics, les complémentaires santé existantes pourraient se positionner pour offrir l'intégralité des soins. Donc elles pourraient se reconfigurer. Donc le débat est ouvert. Et elles ne sont pas forcément mortes avec ce système. Et peut-être. C'est un risque. Elles peuvent être menacées. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte Normand. Je vous en remercie.